C'est l'heure de retrouver la chronique tech et géopolitique avec mon ami Pierre Aski. Comment ça va, Pierre? Très bien, bonjour Marion. Bonjour. Ça va bien, ça va, il faut bien aller de toute façon. Alors, dans tech et géopolitique, on va parler cette fois, après la 5G, après, en décryptant ces innovations de rupture, on va parler du quantique qui a fait l'actualité récemment, puisque Emmanuel Macron a présenté un grand plan ambitieux. C'est un plan à plusieurs tiroirs, mais au total 1,8 milliard sur 5 ans. Exactement. Il a fait ça symboliquement à Saclay, où sera regroupé un pôle quantique français. Alors c'est assez mystérieux parce que c'est un mot qui à la fois évoque des choses lointaines. La physique quantique, c'est quelque chose qui remonte au début du XXe siècle. Donc c'est pas, on n'est pas comme avec l'intelligence artificielle ou les robots, etc., des choses plus récentes. On est dans quelque chose de fondamental et d'ancien. Oui. Et en même temps, on est dans ce que les scientifiques appellent la deuxième révolution quantique, c'est-à-dire une nouvelle vague d'investissement aujourd'hui et de recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase assez en amont par rapport aux applications industrielles qu'il pourrait y avoir, contrairement à l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui dans nos poches avec nos smartphones. Là, on est dans quelque chose qui est encore de la recherche pure, dans laquelle les applications industrielles ne sont pas nécessairement toutes connues. Mais pourquoi il y a une telle course? Parce que, en fait, il y a une dramatisation. On voit bien, l'année dernière, en fait, c'est l'étape d'avant le discours d'Emmanuel Macron, il y a eu un rapport parlementaire en France qui était titré « La révolution technologique que la France ne ratera pas ». C'est un titre un peu étonnant parce qu'en général, soit on pose une question, soit on insiste en disant « ne devrait pas rater ». Là, c'est affirmatif. C'est que, en gros, si on rate cette révolution technologique-là, ben on est largué, on passe en deuxième catégorie. Et il y a très peu de pays au monde qui sont leaders ou qui sont dans le groupe de tête, disons, sur les technologies quantiques. Et on retrouve comme toujours, les deux aujourd'hui qui sont en train de façonner la rivalité au XXIe siècle, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Et la Chine, comme toujours. Et c'est assez incroyable. Et quand on regarde, je regardais le classement des dépôts de brevets dans le monde. La Chine dépose, entre 2010 et 2020, donc c'est sur la dernière décennie, dépose à peu près 2,5 fois plus de brevets que le suivant, donc la Chine est en tête, et le suivant c'est les États-Unis. C'est-à-dire que la Chine a fait un investissement absolument colossal. Et on en a déjà parlé, mais c'est cette logique du leapfrogging. C'est le saut de grenouille. C'est-à-dire, si vous êtes en retard sur les technologies du XXe siècle, ce n'est pas la peine de gaspiller votre temps à rattraper le XXe siècle, passez directement au XXIe. Voilà. Et c'est ce que fait la Chine. Elle a mis un gros paquet d'argent, un gros paquet de ressources humaines, scientifiques, technologiques pour certaines technologies qui ont été identifiées, dont le quantique. Alors justement, si le quantique est un peu compliqué à définir, même Einstein n'avait pas tout à fait bien compris. D'ailleurs, ça remet en cause certaines lois physiques chères à Einstein et à d'autres scientifiques. C'est rassurant pour nous, qui ne sommes pas des spécialistes, mais on a envie de comprendre. Quelles sont les applications qui justement vont être, je dirais, le théâtre des futures batailles géopolitiques? Alors, pour comprendre, il y a deux événements qui ont marqué les esprits scientifiques. Le premier, 2019, pas longtemps, Google annonce qu'il a développé un système qui a permis de faire en 3 minutes 20 secondes des calculs qu'il aurait fallu 10 000 ans à un supercalculateur en temps normal. Voilà, 3 minutes 20 secondes contre 10 000 ans d'un supercalculateur, pas d'un ordinateur simple. L'année suivante, 2020, l'année dernière, les Chinois, dans leur laboratoire national qui est situé à Hefei, annoncent qu'ils ont fait en 3 minutes les calculs qu'il aurait fallu 1 milliard d'années à un supercalculateur. C'est-à-dire que cette accélération, mais qui n'est pas une accélération au sens classique ou comme dans la loi de Moore où on double les capacités, etc. Là, on est dans un saut absolument considérable. Elles permettent d'envisager, parce qu'on en est encore au stade évidemment expérimental et de la recherche, mais enfin,
là, on parle de choses qui ont été publiées dans des revues scientifiques, donc ce n'est pas simplement des communiqués d'entreprise. Ça permet d'envisager, par exemple, dans notre vie quotidienne, des prévisions météo qui seront beaucoup plus fiables, paraît-il, qu'elles le sont aujourd'hui. Ça permet notamment, c'est attendu avec énormément d'impatience, par tout le domaine de la recherche médicale, sur le travail des molécules, sur le génome, sur tout un tas de champs de recherche qui ont besoin de capacités de calcul absolument colossales. Et là, effectivement, ça ouvre le champ du possible, en tout cas. L'autre domaine, et c'est pour ça aussi qu'il y a une dramatisation de cet enjeu de manière considérable, c'est la défense et la sécurité. Parce que, et là on retrouve nos amis chinois, ils ont lancé en 2016 un satellite quantique, le premier, qui soit aujourd'hui en service. Dans quel but? Dans le but de travailler sur le chiffrement des données. Et donc on a une expérimentation aujourd'hui de la transmission de données entre l'espace et la Terre qui est censée être inviolable. Parce que basée sur des masses de calcul absolument considérables. Et on voit bien là les possibilités qui s'ouvrent à un État qui posséderait la capacité d'avoir un chiffrement inviolable. C'est également extrêmement important dans tout le domaine de la cybersécurité. C'est évidemment un des énormes enjeux de cette période. On a vu récemment une cyberattaque absolument colossale aux États-Unis, qui a compromis toutes les administrations américaines, qui a été attribuée à la Russie. La cybersécurité, c'est la préoccupation numéro 1 aujourd'hui de tous les gouvernements. Voilà. Et donc là, on a des technologies qui ont le potentiel, en tout cas, de garantir cette cybersécurité. Et les investissements, ils sont récents. On parle d'une décennie, en gros, où on est passé de quelques millions pour voir un petit peu où ça pouvait aller, à des milliards. Maintenant, on parle en milliards, oui. On parle en milliards. Ouais. Les Chinois ont mis 10 milliards pour la constitution d'un laboratoire national, qui est une gigantesque zone dédiée au quantique dans le centre de la Chine. Les États-Unis ont, comme toujours, une interaction entre les fonds fédéraux et les grandes entreprises, Google, IBM, Microsoft, qui sont les leaders, et tout un écosystème de start-up, d'entreprises à tous les niveaux. Et c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire ici en France, où on a donc ce plan annoncé par le gouvernement, on a des financements qui peuvent venir de la BPI, et on a des entreprises, des grosses comme Atos, qui est très impliquée notamment dans le développement de superordinateurs et dans le calcul, mais aussi tout un champ de start-up, de laboratoires universitaires, etc., avec un enjeu pour un pays de la taille de la France qui est considérable, qui est de retenir les chercheurs en France. Et oui, parce on voit bien, on a eu cette expérience, et en fait, le réveil a été un peu tardif sur l'intelligence artificielle. On a découvert un jour que les meilleurs esprits de l'intelligence artificielle française se retrouvaient chez Facebook aux États-Unis. Pour ne pas citer Yann Lequin. Voilà, c'est à lui que je pensais. Et donc, sur le quantique, on essaye d'éviter, l'hémorragie commence, parce que tous ceux qui ont ces milliards de dollars aux États-Unis, ou même en Allemagne ou en Angleterre, ils viennent faire leurs emplettes un peu partout dans le monde. Chercher les Einstein d'aujourd'hui et de demain. Et surtout ceux de demain. Et surtout ceux de demain. Je discutais avec une petite communauté de chercheurs, notamment des mathématiciens français d'ailleurs. Deux d'entre eux me disaient que, et là tu parlais justement de la cybersécurité et de ces chiffrements, ils vont même jusqu'à dire que quelque part, les tests récents de la Chine qui ont montré, bon alors c'est eux qui nous le disent que c'était efficace, on ne sait pas vraiment en fait si c'était efficace, mais en tout cas ils y vont. On pourrait imaginer que c'est la clé de sécurité en fait, derrière le transactionnel, derrière tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'infrastructure Internet liées en fait au codage d'Internet. En gros, il faudrait recoder Internet demain tellement le quantique va redistribuer en fait complètement techniquement en fait les cartes. Ça laisse à penser quand même que on va arriver à une révolution numérique gigantesque s'il faut recoder l'intégralité d'Internet. C'est vertigineux, ça a le potentiel en tout cas d'être vertigineux. C'est pas pour tout de suite,
mais il est clair que c'est aujourd'hui que commence à se dessiner cette nouvelle étape dans la technologie. Et on a une poignée de pays, moins d'une dizaine aujourd'hui, qui ont les moyens humains, parce que c'est quand même ça qui compte, donc des environnements universitaires, un écosystème de start-up, etc., susceptibles de jouer un rôle clé dans cette nouvelle phase de la révolution technologique. C'est effectivement vertigineux, et on comprend qu'en pleine pandémie, on trouve quand même le temps de lancer un plan quantique en France, que les Chinois annoncent la réussite de leur expérience, etc. C'est-à-dire que c'est un monde parallèle qui suit son cours parce qu'il prépare le monde de demain. Le monde de demain. Et il le prépare d'une manière absolument vertigineuse. Absolument. Alors on va suivre ça en plusieurs fois. Évidemment, il y aura d'autres actualités liées à cette nouvelle loi de la science, quelque part. Hein. C'est de la science, tout ça. Ben, je vous invite certainement à fouiller franceinter.fr. Il y aura certainement des émissions scientifiques dans ta maison. Aujourd'hui, je rappelle que tu es chroniqueur à France Inter et aussi à l'Obs. Et puis évidemment, Science et Vie, qui produit de très beaux dossiers. Si vous ne connaissez rien au quantique, ce qui est un peu notre cas, on n'est pas des experts encore une fois, mais en tout cas, je vous invite à regarder les dossiers qui sont très très bien faits. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve pour une prochaine chronique tech et géopolitique. À bientôt.